Badland Hunters de Hyo Mi-young-hang avec Dong Seok-ma, Ro Jung-wi et Jo Young-lee. Alors apparemment ce film se trouve dans le même univers qu'un autre film dont j'ai pas le titre et je ne sais pas s'il va sortir au cinéma en France, et j'aimerais qu'il sorte au cinéma. On le comprend au début du film, mais c'est suite à une cataclysme nucléaire, où vraiment toutes les villes sont rasées. Et donc le film dont je parle au cinéma, c'est ça, c'est tout est rasé, sauf un immeuble qui tient debout. Et en fait, il va y avoir une micro-société qui va se faire dans l'immeuble, avec des gens de l'extérieur qui vont essayer de rentrer dans l'immeuble, comment la société va se faire dedans, enfin... Apparemment, celui-là est très bien. Et donc, celui-là, Badland Hunters, ça raconte donc des plein apocalypse, comment les sociétés se refont un peu dans la rue, etc., dans les décombres. Et à un moment donné, les jeunes héros vont se faire accaparer par un groupe qui cherche en fait des enfants pour leur demander de venir avec eux dans des lieux sécurisés, des villes voilà, qui sont protégées et tout ça, où il y a de l'eau potable et compagnie, en leur disant qu'il y aura un bon futur avec, qu'ils sont là pour aider les jeunes et tout. Et en fait, ils vont vite se rendre compte de la mascarade, et donc les deux jeunes héros vont essayer d'aller à la rescousse de la fille et de la grand-mère qui ont été enlevées. Et globalement, le film, c'est un gros film de bourrin, où ça tire et ça découpe dans tous les sens. Alors, le film est vraiment à chier. Donc, ah oui, j'ai oublié de le dire, c'est un film Netflix. Donc lui, pas au cinéma. Et là, sur le coup, ça se comprend, parce que clairement, quand tu vois la qualité du film, tu sais que ça ne peut pas aller au cinéma. L'idée en général, le scénario est vraiment pas recherché. Les personnages, ils jouent comme des pieds. Alors bien sûr, il y a l'acteur principal, mais je pense que c'est Dong Seok-ma. Je connais pas le nom, mais il est très connu, c'est un des acteurs coréens les plus connus d'Occident. Que j'aime bien en plus, hein, dans les films qu'il a fait. Je crois qu'il a joué dans le dernier train pour Busan. Mais bon, voilà, c'est pas un acteur Oscar, hein. Et surtout là dans le film, quoi. Et tous les autres acteurs, ça joue pas ouf. Et la qualité des effets spéciaux est pas dingue. Et vraiment, il y a rien qui va. Je le trouvais nul à chier. Le seul truc qui à un moment donné m'a fait dire ah, allez, ça va, finalement, c'est sympa à regarder, c'est que c'est une boucherie à un moment donné, ça part vraiment dans le gore et tout, il y a des découpages partout, du sang partout. C'est le seul intérêt du film. Si vous n'aimez pas ça, ne regardez même pas le film. Parce que vraiment, le but, c'est juste voir le gros baraque qui défonce tout le monde, quoi. La Bête de Bertrand Bonello avec Léa Seydoux et Georges Macaday. Ça raconte l'histoire d'une femme qui vit dans son temps présent et le temps futur, c'est-à-dire 2044, où donc c'est l'intelligence artificielle qui commande tout, qui commande même l'humanité. Donc cette femme en fait elle vient pour subir une opération qui vise à enlever toutes les émotions humaines, parce qu'apparemment c'est néfaste pour la nouvelle société, dirigée par les IA, et du coup on propose aux humains de leur purifier l'ADN pour leur enlever les émotions. Le film va être un mélange entre donc sa vie présente de 2044 avec sa vie passée, ses vies antérieures ou je ne sais quoi, à l'époque, je crois que c'est vraiment début 20e siècle, aussi une époque en 2014. Et en fait, à travers tout le film, elle va à chaque fois se retrouver dans une situation amoureuse où elle va faire la rencontre d'un homme qu'elle va aimer. Mais à chaque fois, c'est un amour quasiment impossible ou un amour tragique. Et donc ça à toutes les époques de sa vie. En vrai, c'est un gros bordel. J'ai compris la moitié du film. Pour dire, j'ai toujours pas compris ce que c'était la bête. Pour moi, j'ai l'impression que la bête, c'est l'émotion humaine, hein, le sentiment humain. Enfin, vraiment, ouais, j'ai eu beaucoup de mal à suivre. Et le film, il m'a emmerdé comme pas possible. Vraiment. Il dure combien 2h26. Il me tardait pendant le film qu'une chose, c'est qu'il se termine le film. Il y a une grosse partie qui se passe dans le passé, mélangée avec le futur, enfin 2044. Et il y a une sorte un peu de parallèle pendant le début du film où tu dis bon ok. Et en fait, il y a un moment donné où ça part sur la vie actuelle qu'on connaît nous, hein, notre époque à nous. Et là, mais ça part vers autre chose. Et le personnage secondaire qui est l'homme dont elle est amoureuse, il a une place beaucoup plus principale où on le voit parler lui, ce qu'il ressent, etc. Je trouve que le film, il part dans un autre délire dans le troisième tiers. Et à partir de là, vraiment, j'en avais marre. Hein. C'était insupportable. Et puis ouais, j'ai rien compris quoi. Est-ce qu'elle a vraiment vécu ça? Est-ce que c'est des vies antérieures? Est-ce que c'est juste du fantastique pour nous dire voilà l'amour? Enfin, vraiment, j'en sais rien. Alors voilà, il y a une critique claire de l'IA par rapport à ce qu'est l'humain, les capacités de l'humain et tout, mais non, franchement, là, c'est vraiment trop parti en cacahuète. Donc, non, franchement, je conseille pas le film. Après, si vous avez envie, oui, de vous creuser la tête pour comprendre un peu toutes les significations. Léa Seydoux, elle joue très bien, hein, et puis même le George Mackay, là, lui aussi joue très bien, mais non, c'est juste que là, c'était beaucoup trop long et ça m'a saoulé.
saoulé. Donc ouais, déçu. Sleep de Jason Yu avec Yoo Min-jung, Sun Kyun Lee et Kim Kum-sun. C'est l'histoire d'un couple qui va subir des événements étranges durant la nuit. C'est-à-dire que le mari, lorsqu'il dort, va faire des crises de somnambulisme, mais des somnambulismes un peu poussés. C'est-à-dire qu'il va se comporter de manière très étrange, voire même inquiétante. Et donc la femme qui est enceinte va être de plus en plus inquiète, parce que bon, d'abord ça va commencer sur de l'automutilation, après sur de la gloutonnerie, mais puissance 1000, et puis sur d'autres choses. Du coup, la femme inquiète va essayer de se protéger de son mari, mais toujours dans l'optique de rester avec lui, c'est-à-dire qu'elle va faire en sorte de le garder avec lui, elle va jamais lui dire de dormir ailleurs, etc. Parce qu'il y a quand même dans le film toute une conception sur le faire face aux adversités ensemble. Et donc dans le film ça va aller de crescendo, la femme va devenir de plus en plus folle par rapport à cette situation, le mari qui est un peu désemparé parce que la journée il est très normal, mais lui aussi ça va l'affecter. Le film est pas trop mal, mais sans plus, vraiment il n'y a rien d'exceptionnel. Alors c'est un film d'horreur, mais je trouve qu'il y a un fond de comique ou d'humour, enfin il y a un ton léger en arrière-plan qui est très subtil, parce qu'il n'y a pas de scène spécifiquement comique. En fait, c'est marrant parce qu'il est tragique, hein, vraiment, ce qui se passe durant le film et tout. C'est horrible pour la femme, même un peu indirectement pour le mari. Et donc voilà, le film, à la fois horreur pour ce qui se passe la nuit, il y a un fond, je trouve, de drame dedans, et en même temps, il y a un léger ton comique, en fait, sur certaines situations qui vont se passer. Donc voilà, c'est assez particulier, mais c'est pas gênant, ce côté-là, où il y a un mélange de genres. Mais c'est le film en lui-même qui est pas spécialement fou, parce que l'horreur, il est pas hyper poussé, je veux dire, pendant tout le film, il y a rien qui fait vraiment peur. Et aussi, on comprend assez rapidement ce qui arrive. Le film en lui-même est pas hyper captivant, mais voilà, juste le fait que ça soit tourné sur quelqu'un de somnambule, et ça peut être un peu original, mais sans plus. Vivant, de Alix Delaporte, avec Alice Isaz, Roche Dizem et Vincent Elbaz, entre autres. Ça raconte l'histoire d'une équipe de journalistes qui travaille pour un journal apparemment le plus connu, le plus reconnu de France. Enfin, c'est plus précisément une équipe de reporters qui font face en fait à la phase un peu de crise du journalisme, et donc on leur dit que voilà, ils ont moins de budget, etc., et qu'il faut revoir à la baisse certaines choses, leurs reportages, etc. Et donc voilà, ce film, c'est vraiment un moment de l'histoire de cette équipe de reporters. Alors le personnage principal du film, c'est Alice Isaz, qui joue une jeune stagiaire qui intègre cette équipe, donc on voit plus ou moins à travers ses yeux comment ça se passe. Et voilà, en fait, l'histoire en tant que telle n'a pas vraiment d'intérêt, c'est vraiment ce genre de film où on est avec l'équipe, où on a l'impression de partager leurs moments, etc., où on voit un peu ce que c'est leur quotidien. Ça me fait penser, alors je le mets pas du tout au même niveau, mais ça me fait penser au film Police, par exemple, dans le style où on est avec une équipe comme ça et on suit leur quotidien. Du coup, j'ai bien aimé, enfin voilà, j'aime bien ce genre de film, surtout quand c'est bien fait. Les personnages, je les trouve tous attachants. Il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Même si vraiment, avec le recul, il se passe rien pendant le film, bah on passe un bon moment en le regardant. C'est pas un film qui va marquer, mais quand on le regarde, on est bien avec eux, et c'est intéressant de partager ce moment de vie avec eux. Donc voilà, si vous aimez les acteurs qui jouent dedans, et que vous aimez un peu ce style-là de film, je vous conseille. Sinon, passez votre tour. Dali, de Quentin Dupieux, avec Anaïs de Moustier, Gilles Lelouch, Édouard Baird, Jonathan Cohen, Pio Marmaille, Didier Flamand et Romain Duris, entre autres. Ça raconte l'histoire d'une jeune journaliste qui souhaite interviewer le peintre Dali. Voilà, on peut pas faire plus court pour le pitch. En même temps, c'est un film de Quentin Dupieux. La particularité, c'est que le personnage de Dali est interprété par plusieurs personnages qui changent au fur et à mesure des scènes. Alors j'ai entendu dire que c'était en fonction de ses rapports à l'autre, si c'est dans le niveau professionnel, familial, etc. Pour moi, je suis pas du tout d'accord. Ça a l'air complètement aléatoire, parce qu'il y a des scènes dans la même scène où il va changer. Donc voilà, à moins qu'il y ait un autre schéma, mais pour moi, ça a l'air quand même assez aléatoire quand les acteurs changent. Que dire du film ? Alors oui, c'est du Dupieux dans le sens où c'est un peu what the fuck. Tout le long du film, ça joue sur un rêve qu'un prêtre fait, et en fait, le film se déroule en même temps que le rêve du prêtre. À côté de ça, t'as la journaliste qui donc essaye à chaque fois d'interviewer Dali, mais il y a toujours un problème qui fait qu'il ne se fait pas interviewer. Et ouais, c'est à peu près tout. Honnêtement, le film,
je l'ai trouvé bof. Alors, les acteurs, enfin, Edouard Baird, et alors, vraiment, très bonne surprise de Jonathan Cohen, parce que franchement, on le voit tout le temps dans le même rôle, le même genre de truc où t'as l'impression qu'il joue pas. Et là, dans ce film, alors effectivement, il joue un Dali barré, mais je trouve qu'il le joue vraiment très très bien, quoi. Et d'ailleurs, justement, le truc que je trouve dommage dans le film, c'est que les personnages, donc il y a Jonathan Cohen, Edouard Baird, Pio Marmaille, Gilles Lelouch et Didier Flamand, donc ils sont 5 à interpréter Dali. Et en vrai, il y a que les deux là, Edouard Baird et Jonathan Cohen, et c'est eux qui ont le plus de temps à l'image. Gilles Lelouch, je suis désolé, il sert absolument à rien, il a 2 scènes, et même Pio Marmaille, c'est pareil, enfin les deux, vraiment, ils sont inutiles. Didier Flamand, peut-être un peu plus, parce qu'il joue le vieux Dali, on le voit un peu plus, et puis il y a une voix off, à un moment donné, je trouve la scène intéressante. Mais vraiment, sinon, ouais, les Gilles Lelouch et Pio Marmaille ne servent absolument à rien dans le film. Et en plus, je trouve qu'ils sont en dessous dans l'interprétation qu'ils font de Dali. Les acteurs alors je sais pas s'ils se sont vus ensemble et tout, mais ils ont la même façon de parler et d'avoir le même accent. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et Edouard Baird et Jonathan Cohen le jouent très très bien et ils ont vraiment la même façon de parler. Alors que je trouve que les deux autres, c'est un peu en dessous. Romain Duris, il est excellent dedans. Franchement, j'adore le personnage dans le film. Et ouais, c'est à peu près tout en fait, parce que mis à part les 3 acteurs là, et bon, l'actrice qui fait son taf, bah je trouve que le film, il est pas très intéressant en fait. Enfin, comparé à ses derniers films, je le trouve vraiment ennuyeux en fait. Il se passe rien dans le film. Et alors, heureusement, la fin relève le niveau, notamment avec la dernière scène d'Edouard Baird. Vraiment, je la trouve... Enfin, quand j'ai vu la dernière scène, j'ai eu des frissons. Ça m'a fait penser à la dernière scène d'un film avec Benoît Poelvoorde, dont j'ai plus le titre, où il y a un regard caméra qui se fait. Enfin, moi, le regard caméra, il m'a vraiment interpellé. Et j'ai adoré cette scène de fin avec lui. Après, il y a une autre fin derrière. Enfin, vous verrez le film, mais il y a 10 000 fins. Et ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant et drôle. Donc voilà, vraiment, la fin du film, elle est top. Vraiment topissime, et ça fait vraiment relever le niveau du film. Mais sinon, voilà, mis à part aussi le jeu d'acteurs des 3 qui sont vraiment top, bah ouais, le film, il est oubliable, quoi. Mais bon, voilà, ça reste du Dupieux, c'est un genre à part, donc je vous conseille quand même d'aller le voir. Le successeur de Xavier Legrand, avec Marc-André Grondin, Yves Jacques et Anne-Elisabeth Bossé. Ça raconte l'histoire d'un homme canadien qui est très connu dans le monde de la mode et de la haute couture, et qui vit à Paris, et qui va devoir retourner dans son Québec natal pour les obsèques de son père. La situation familiale est compliquée avec son père qu'il n'a pas vu depuis une vingtaine d'années. Il va devoir vider l'appartement, enfin la maison de son père, vider ses affaires, tout ça, et il va tomber sur quelque chose de plutôt inhabituel. Alors voilà, je peux pas en dire beaucoup plus. J'ai pas vu non plus la bande-annonce, là je la mets derrière en fond, mais en vrai je l'ai même pas regardé. Et donc quand j'ai vu le film, j'ai été assez étonné de la tournure que le film prenait. Parce que vraiment, je ne connaissais pas du tout l'histoire. Je savais qu'il y a un rapport entre le père et le fils. Je pensais vraiment qu'on allait partir sur vraiment son histoire à lui, d'homme influent dans la mode, etc. Alors qu'en fait, ça part pas du tout là-dessus, quoi. Alors avant de rentrer dans la section spoiler, je tiens à dire quand même que j'ai bien aimé le film, il était intéressant et du coup il m'a surpris parce que vraiment je m'attendais à pas du tout à ça du film. Mais en fait je suis partagé parce que le film, l'idée est originale, et enfin voilà, les émotions, enfin tout ce qu'il y a dans le film est original et bien fait, mais le film ne devrait même pas exister tellement les choix des personnages est illogique. Et c'est pas des petits trucs, hein. Enfin vraiment, le film entier repose sur des décisions illogiques. Donc c'est en ça que j'ai quand même beaucoup de mal à rentrer à fond dedans. Enfin c'est vraiment bizarre. Donc là voilà, je vais rentrer forcément dans la section spoiler. Donc ce mec-là va aller dans la maison de son père, va vider les affaires et tout ça, et il va aller dans la cave. Il va tomber sur une espèce de porte secrète où derrière est retenue captive une jeune femme. De là va découler les différentes péripéties et les drames. Et c'est là tout le problème du film. Si on revient 2 secondes sur ce qui se passe dans le film, le mec, il tombe dans une cave, la cave de son père, qu'il déteste, qu'il n'a pas vu depuis une vingtaine d'années, il s'en branle même qu'il soit mort. Il tombe dans cette cave où il y a la scène elle est hyper bien faite, et vraiment, elle m'a pris aux tripes. J'ai eu une angoisse. Ce film-là fait plus peur que tous les films d'horreur des dernières années. Alors c'est peut-être parce que du coup, je m'y attendais absolument pas, mais alors le moment où il rentre dans la cave et dans la pièce secrète et que quelqu'un surgit à lui et qui part en courant et tout ça, j'ai eu une angoisse, j'étais aussi angoissé que lui. Donc enfin vraiment, c'était très bien fait. Mais le truc, c'est que ce qui se passe après, ça n'existe pas. Genre le mec, au lieu d'appeler la police direct et dire venez vite, quelqu'un est dans un coin, enfin, je sais pas, mais vraiment, je pense que n'importe quel être humain aurait appelé la police dans ce cas-là. Et c'est pas comme on dit, oui, dans les films d'horreur, j'aurais fait ça et tout. Enfin là, surtout qu'on n'est pas dans un film d'horreur, on est dans un drame, et qui a l'air quand même logique et réel dans
tout le film qu'on voit. Donc en fait, cette scène qui arrive là, c'est sûr t'appelles la police. Enfin vraiment, je vois pas d'autre solution. À moins que tu sois toi-même un taré, un psychopathe. J'y ai pensé souvent dans le film, à me dire tiens, c'est bizarre et tout. C'est peut-être parce que quelque part il a une certaine envie de garder cette fille. Enfin vraiment, parce que sinon ce n'est pas possible d'expliquer ça. Et donc le gars, il la laisse enfermer. Il va la nourrir en voulant lui mettre des cachets pour l'endormir. Je ne sais même pas pourquoi il veut l'endormir. Et il n'y a aucun sens à toute cette scène. Il veut l'endormir, il retourne, il lui dit t'inquiète, il fait nuit, dors un peu, demain je te libère. Mais mec, mais qui fait ça? Il y a une meuf qui est enfermée dans une cave, tu lui dis alors attends une nuit de plus, t'inquiète, vraiment, ça n'a aucun sens. À part si c'était expliqué à la fin par le fait que lui-même, le personnage principal, soit taré et soit comme son père, mais ce n'est jamais expliqué à la fin et ce n'est jamais montré. Donc c'est pour ça que, à moins que ce soit un gros sous-entendu, un truc implicite, et vraiment que j'ai pas vu, pourtant je me suis posé la question. Donc vraiment, ça n'a aucun sens. Et tu sens en plus que quand il la garde, il le fait pas d'une manière perverse, et qu'il est tout gentil, tout apeuré, autant qu'elle. Donc c'est pour ça, il est illogique ce film. Même la scène d'après est illogique. Ils sont dans le noir dans l'appartement, elle court comme une dératée, ce qui est normal, et dès qu'elle arrive, donc elle sort de la cave et qu'elle arrive dans l'appart, enfin dans la maison, la première chose que tu fais quand t'es prisonnier, c'est que tu cours, tu hurles, tu essayes d'ouvrir les portes de sortie. Et là, non, la meuf, elle se tait et elle se cache, elle joue au cache-cache dans la maison. Et le gars, qui est aussi illogique, au lieu d'allumer toutes les lumières et parler, de dire t'inquiète pas, de rassurer la personne, le mec est muet. On dirait que c'est un prédateur et un tueur. Il est silencieux et il la cherche discrètement avec son téléphone, sans allumer les lumières. Et tu sens que dans son regard, c'est pas un regard de je veux te rechoper en plus. Donc c'est pour ça que ça n'a aucun sens. À un moment donné, pendant qu'il la cherche, on entend du bruit, elle se casse la gueule toute seule et elle est inconsciente. C'est pareil, même ça, c'est illogique. On sait même pas comment elle s'est fait ça, mais il entend du bruit dans le salon et puis il la voit allongée par terre. Et on sait pas comment elle s'est cognée, mais bref. Après voilà, ce qui arrive après, c'est plus intéressant et moins bizarre. Elle fait tomber, etc. machin, elle meurt. Et donc là, effectivement, à partir de là, tu dis oui, t'es dans la merde, parce que comment expliquer ce qui s'est passé? Donc voilà. Alors après, la question, c'est de se dire, est-ce qu'il veut protéger son père en camouflant ce truc? C'est bizarre. Franchement, c'est vraiment bizarre parce qu'il y a rien qui est montré dans le film pour ça. Et après, ce qui est intéressant, c'est donc l'ami du père qui va le voir et tout. Et en fait, au fur et à mesure du film, t'as l'impression que cet ami du père il connaît la vérité, et qu'il connaît la vérité de son père, et qu'en fait ils ont enfermé tous les deux cette fille. Enfin vraiment j'avais cette sensation, parce que même la tête du mec elle est suspecte quoi. Et en fait à la fin du film on comprend que la fille qui était enfermée, en fait c'était la fille du voisin, de l'ami du père, et qu'en fait le père, voilà, un gros enfoiré qui a séquestré, qui a kidnappé la fille de son ami quoi. Et la scène de fin, elle est vraiment hyper forte et vraiment très belle, aux funérailles. Il est très beau, il est très bien fait le film, et j'aime beaucoup l'acteur. En fait le film en général est vraiment nickel, est vraiment très bien, mais c'est ce qui a mené à ça. Ça n'a aucun sens. Ils auraient dû faire une autre scène, je sais pas, directement. Il ouvre la porte, elle veut s'échapper, elle parle en courant, il a peur que quelque chose, elle tombe, il la tue sans faire exprès. Voilà, ça aurait été plus naturel. Mais vraiment, tout ce cheminement n'a aucun putain de sens. Et c'est dommage, parce que du coup, je suis un entre-deux entre me dire, il est très bien fait le film, la fin, elle est tragique, elle est horrible. J'ai bien aimé le film, il était très bien fait et tout, mais ça repose sur une énormité, un truc qui n'existe pas, qui ne devrait pas exister. Donc c'est dommage. L'Empire de Bruno Dumont avec Lina Coudry, Anna Maria Bartolomé, Camille Cotin, Fabrice Lucchini et Brandon Bieg. Ça raconte l'histoire de deux entités cosmiques, on va dire, l'une représentant le bien et l'autre le mal, qui veulent s'affronter pour la suprématie et le contrôle de la planète Terre, et donc en l'occurrence des humains. Le film se passe dans une petite ville du Nord-Pas-de-Calais, où ces entités peuvent prendre possession des corps humains, et du coup, voilà, les contrôler, tout ça, mais surtout, voilà, dans le but vraiment de s'implanter dans le monde. Alors dit comme ça a l'air un peu fou, mais je vous rassure, le film est complètement taré. Vraiment, on est dans c'est pas du Quentin Dupieux, mais il n'y a pas la même absurdité. Parce que tout a une certaine logique dans ce film, mais c'est juste que c'est tellement décalé. Déjà, ces habitants d'un village, t'as l'impression que la moitié c'est des cassos, l'autre moitié c'est des enfants d'inceste, quoi. Enfin, vraiment, la moitié fait à moitié demeurer et tout ça. C'est complètement loufoque. Les deux camps du bien qui sont donc dans des corps humains, ils ont comme arme des sabres laser. Franchement, c'est vraiment bien trouvé. Genre, j'ai interprété ça dans le sens où c'est un peu le pouvoir divin religieux contre le pouvoir du roi de l'époque. C'est-à-dire que le camp du bien
ils ont des vaisseaux spatiaux en forme d'église et tout en hauteur, alors que le pouvoir du mal, moi ça me fait penser à Versailles un peu avec les jardins, tout. C'est très dans l'horizontalité. Par contre ils ont tous des voix aussi, c'était original la façon dont ils les font parler, la voix, le langage qu'ils ont, c'est bien trouvé. Il y a deux types de personnages que j'adore dans le film, il y a les flics, les deux flics, le commandant et le lieutenant, mais ils sont incroyables, et à tel point que j'ai l'impression que c'est des vrais gens, j'ai pas l'impression qu'ils jouent, surtout le vieux qui est complètement perché, enfin vraiment excellent les deux. Et aussi à un moment donné il y a une scène un peu à la Roi Arthur, où t'as les sortes de chevaliers qui sont sur leurs chevaux, alors que c'est des paysans qui comprennent rien quand ils parlent, ils sont arriérés, et c'est vraiment, mais c'est tellement drôle, parce qu'en fait, tu les entends parler, ils parlent de dominer le monde. Enfin, c'est absurde, vraiment, ce groupe de cavaliers, et les deux flics, là, je les ai trouvés énormes. Et puis bon, tous les acteurs, hein, ils jouent très bien. Faut aimer être un peu secoué et voir des films absurdes, mais vraiment, je vous conseille d'aller le voir, parce que, ça change, vraiment, c'est un film unique, et il est vraiment top, quoi. Puis en plus, il est beau, les plans sont jolis, tout est bien filmé, il y a beaucoup de scènes avec des chevaux, et alors les chevaux, ils sont magnifiques, ils sont énormes, et même les effets spéciaux dans tout genre, bon, les sabres laser, c'est bien fait, tout, et surtout les scènes spatiales, les scènes avec les vaisseaux spatiaux et tout, je les trouve très bien fait. Les scènes d'incrustation, par exemple, le cas des vaisseaux spatiaux qui sont dans la nature normale, quoi, dans la campagne, je trouve que les incrustations sont vraiment très bien faites, on y croit. Donc ouais, vraiment bonne surprise, hein, ce film, et ça fait plaisir. Dune, partie 2, de Denis Villeneuve, avec Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin et Rebecca Ferguson, entre autres. C'est la suite des aventures de Paul Atreides et de sa mère et des Fremen et compagnie, qui vivent sur la planète Arrakis, planète désertique où une substance nommée épice permet tout simplement les voyages interstellaires et fournit une richesse incommensurable à la famille qui détiendrait les ressources. Donc ça suit voilà, tout le complot politique entre l'empereur et les différentes grandes familles de l'univers, dont les Atreides et les Harkonnen. À côté de ça, il y a quand même une intrigue parallèle avec les Bene Gesserit, je crois que les femmes qui ont un pouvoir de voyance, etc., et qui ont la voix là, cette voix qui permet de donner des ordres et que les personnes exécutent, qui est quand même très obscure, hein. Cette saga Dune, ça me fait penser à justement la saga Game of Thrones. Je vois les Bene Gesserit comme les Littlefinger et Varys de Game of Thrones, en gros, c'est les petites personnes qui sont dans l'ombre, mais qui murmurent les choses aux dirigeants et qui jouent clairement en fait au jeu du trône, comme là dans Dune, où justement ces femmes-là en fait placent leurs pions et décident un peu du sort de l'univers. Que dire de ce film ? Bah j'ai bien aimé. Alors pour info, le premier je l'avais trouvé très beau, esthétiquement, la musique, etc., les sons vraiment incroyables, mais j'avais été un peu déçu par rapport au fait que je trouve que c'était très froid et que le type de film de Villeneuve, ça fait très documentaire. J'avais trouvé que c'était très... il y avait zéro émotion, c'était très froid. Et j'avais été un peu déçu pour ça. Et là, j'ai revu Dune 1 juste avant de voir le 2. Et en fait, j'ai quand même préféré le revoir, du coup je l'ai plus apprécié. Et donc là, le 2, c'est dans la même lignée, hein, il est tout aussi bien. J'ai peut-être même préféré le 2 que le 1, je pense. Ouais, il est toujours beau, les scènes d'action, les plans sont magnifiques, enfin vraiment, il y a rien à dire, quoi, il est exceptionnel sur la forme. Après, sur le fond, bah voilà, j'imagine que ça suit le livre, hein, donc voilà. Après, c'est juste que voilà, moi, l'histoire me passionne pas plus que ça. J'ai un problème avec les space opéra, même Star Wars, hein. En fait, c'est cette sensation de vide, parce qu'on nous raconte, on nous parle un peu l'histoire, on nous dit un peu, voilà, il y a eux, il y a eux, il y a eux, mais je sais pas, il y a une sensation de vide. Par exemple, là, l'empereur, bon, il est sur une planète, les Harkonnen, ils sont sur une planète, enfin bon, voilà, chaque grande famille a une planète, et c'est ça le gros problème que j'ai avec les films, où ça se passe dans des galaxies, et là encore plus dans l'univers. Bon, alors déjà, pour dire... Star Wars, ils sont quand même beaucoup plus éveillés au niveau imaginaire que Dune, parce que Dune, il n'y a que des humains, quoi, apparemment, dans l'univers. C'est un peu pauvre en ethnie, on va dire. Mais en fait, c'est ce truc de vide, c'est que t'as l'impression déjà que là où dans un monde comme nous, la planète Terre, on a nos villes, nos pays, nos territoires et tout, eux, c'est à l'échelle galactique, du coup, ils ont des planètes entières. Mais du coup, je trouve que c'est faux, enfin ça se fait faux parce que tu les vois genre juste dans une petite ville. Et encore, même les villes font vide. À chaque fois, mais vous regarderez le 1 et même là dans le 2, quand on vous montre un endroit, il y a juste l'endroit qui est filmé, mais il y a zéro impression de réalisme. C'est-à-dire que la maison des Atreides, à part leur grande maison vide où il y a zéro décor, tout est en pierre, dès qu'ils sortent, c'est la campagne, il n'y a rien, c'est vide, c'est pas vivant. Et je veux dire, ils sont juste dans un petit coin, donc tu te dis, ils ont une planète entière, c'est pas un pays, c'est une planète entière. Et c'est le même problème avec donc Star Wars, c'est que dans Star Wars, une planète égale un environnement. Genre t'as la planète désert, la planète végétale, la planète pluie, la planète... Alors que nous, sur la planète Terre, on a tout
On a la glace, le très chaud, le désert, la pluie, la forêt tropicale, le climat méditerranéen. Enfin, je veux dire, on a une richesse incroyable juste sur une petite planète, et eux, non, en fait. C'est une planète égale un écosystème. C'est ça, je trouve, qui sonne faux. Et c'est ce côté, ouais, vide. C'est que là, la famille Atréide, on te parle d'une famille surpuissante, j'ai l'impression qu'ils sont 20. Enfin, déjà, la famille, ils sont genre 4, quoi. Ils parlent pas de grand-père, de cousins, d'enfants et tout. Donc voilà, même pas, ils sont 3. Il y a le père, la mère et l'enfant. Donc bon, voilà, la lignée Atréide, c'est quand même un peu risqué, quoi. Et puis après, t'as l'armée des Atréides, mais dans le 1, ils se font tous exterminés. T'as l'impression qu'ils étaient même pas 5000, quoi. Et alors qu'ils ont une planète entière, les mecs. Donc comment à 5000, ils ont colonisé une planète. Et donc c'est pareil, on peut dire la même chose avec les Harkonnen, hein. Je sais pas, c'est pas réaliste en fait. Alors je sais que là, ils adaptent un livre, hein, mais du coup voilà, moi quand je vois le film, je peux pas l'apprécier à fond parce que pour moi c'est fake, c'est faux. Il y a rien, il y a pas de consistance en fait. C'est en ça que j'ai du mal en fait avec ces histoires, c'est qu'on les voit dans des maisons, dans des petits endroits, et tout est vide. Et pareil là où le film se passe en priorité, c'est-à-dire sur la planète Dune, donc Arrakis, où il y a un peuple indigène. D'ailleurs, le peuple indigène, bon, c'est bien, la majorité, c'est des Noirs et des Arabes, mais il y a quand même quelques Blancs. Et là, c'est pareil, tu te dis, mais attends, mais c'est pas logique, en fait, qu'il y ait différentes couleurs de peau, vu qu'ils vivent dans le même climat, ils vivent tous dans un climat désertique, avec la même nourriture, etc. Je veux dire, nous, les humains, à part si on considère qu'on a des races différentes, ce que normalement on considère pas, je veux dire, on est différent parce que l'espèce commune Homo sapiens a migré à travers différents écosystèmes. Mais là, dans ce cas-là d'Arrakis, ils devraient tous avoir la même couleur de peau. Et sur le coup, je pense que dans le livre, ils disent pas qu'ils ont plein de couleurs de peau différentes. Donc ça, c'est encore un truc à la con que là, sur le coup, le réalisateur a choisi de faire, et qui est complètement bidon. Et donc du coup, même dans cette planète, on te dit que... oui, il y a le nord d'Arrakis, là où en fait la famille Harkonnen s'est implantée pour prendre l'épice, et puis après les Atreides, etc. C'est là où il y a tous les conflits, ou la récolte de machin. Et on te dit que le sud de la planète, personne n'y va parce que c'est hyper dangereux, hyper infréquentable, et que de toute façon personne n'y vit parce que c'est trop austère. Et eux, ils te disent que oui, les Fremen, donc la population indigène, il y en a que je sais pas combien il dit, même pas 100 000, je crois, sur la planète. Enfin, sur la planète, quoi. C'est une planète, encore une fois. On parle pas de ville, ou de pays, ou de continent. On parle de planète. Même là, les chiffres, je trouve qu'ils sont bidons. Et après, finalement, on t'apprend que non, en fait, les Fremen, ils sont 50 millions, je crois, ou un truc comme ça. Donc bon, même là, c'est ridicule. Et puis les 50 millions, ça, on le voit pas, en fait, dans le film. Enfin, c'est... Vraiment, je trouve que c'est pas crédible. Et puis à un moment donné, on voit donc la Paul Atreides qui se rebelle avec les Fremen, et qui fait des trucs de sabotage sur les moissonneuses qui récoltent l'épice. Et à un moment donné, les méchants, donc les Harkonnen, ils défoncent un repère des Fremen, et là ils te disent « on a sécurisé le nord ». Non mais mec, le nord d'une planète. En fait, il y avait juste un petit repère où il y avait 200 Fremen, ils ont fait péter le repère, ils ont contrôlé le nord de la planète. Ça n'a aucun sens, et du coup, ça me sort du film en fait, parce que je me dis non, c'est pas du tout crédible, même si tu restes dans le film. Et il y a aussi un autre truc pour aller encore plus dans le crédible, c'est la technologie des Fremen. Là où tu peux admettre que les Atreides ou les Harkonnen, ils ont une technologie de malade, ça va pas pour les Fremen. C'est un peuple de semi-nomades qui vivent dans des grottes, qui n'ont rien à manger, rien à boire. Enfin, je caricature, mais c'est quand même à peine ça, hein. C'est un peuple très pauvre. Mais les gars, ils ont une technologie de bâtard, quoi. Déjà, leur combinaison qui leur permet de filtrer la transpiration pour boire et tout. Et puis les machins qu'ils mettent dans le sable pour appeler les vers des sables. Je veux dire, c'est un truc mécanique, même le matériau de ce qu'ils utilisent. Tu dis, mais vous le fabriquez où, les gars? Vous avez pas d'usine, vous avez rien. Ça paraît être rechigner les détails. Faut fermer les yeux sur certains détails. Mais là, pour moi, c'est énorme. C'est des gros trucs. Je veux dire, la société Fremen, elle a des armes de malade, des équipements de fou, alors que putain, t'as l'impression de voir des Touaregs. Donc vraiment, ce n'est pas plausible en fait. Même dans l'univers, rien n'est plausible. Donc voilà, là j'ai fait de longues minutes sur ce qu'elle est pas, mais c'est ce qui fait qu'en vrai, il a pas 9 sur 10 ou même 9,5 ou 10. Parce qu'à côté de ça, j'ai rien à lui reprocher. Vraiment, sur la forme, il est magnifique, il est parfait encore une fois, vraiment 100% de la note sur la forme. Et sur le fond, au niveau de l'histoire et tout, enfin, je veux dire, il n'y a pas des choses à critiquer sur ah, ça va pas, ça c'est nul et tout. En soi, l'histoire, elle est très bien, hein. Le contrôle de ces femmes qui vont placer leurs pions, le héros qui est partagé. Vraiment, franchement, j'ai rien à dire. Mais c'est juste que du coup, il perd des points sur tout ça, sur tout ce côté réalisme, ce côté vide de l'espace, etc. Donc voilà, en tout cas, je conseille fortement de voir le film, hein. Je pense que ça va être un des blockbusters de l'année. Donc voilà, quoi. Surtout si vous avez vu le 1, courez voir le 2. Sans jamais nous connaître, de Andrew Hay avec Andrew Scott et Paul Mescal.
Ça raconte l'histoire d'un homme qui vit seul dans un immeuble, enfin dans un appartement de Londres, et qui va faire la rencontre d'un autre homme, d'un voisin d'immeuble. Ces deux hommes vont commencer à faire connaissance de plus en plus intimement, et lui va en même temps lui raconter un peu sa vie, son histoire, son enfance, le fait qu'il ait perdu ses parents très tôt. Et en fait, tout le film va se mélanger entre le présent actuel qui vit seul dans cet appart avec donc cette rencontre de cet homme, de ce voisin, mélangé avec des scènes. Alors c'est un peu original, c'est-à-dire que lui, il écrit des scénarios, et en fait, il est en train d'écrire sa vie si il retrouvait ses parents à son âge actuel. Enfin, c'est un peu bizarre. Donc la première fois qu'on voit ses deux parents, et ça fait bizarre parce qu'à un moment donné, on comprend que c'est ses parents. Je me suis dit, oula, mais la différence d'âge, elle va pas là. Donc voilà, ça c'était sympa. C'est un très beau film. Je vois pas de points négatifs à dire sur le film. La musique, elle est topissime. L'ambiance, même le son du film est top. Les acteurs, ils sont incroyables. Surtout l'acteur principal, je le connaissais pas. Mais alors, il joue extrêmement bien. Et vraiment, tout est beau. Vraiment, tout est beau dans le film. Quand j'ai vu le film, je n'avais pas vu la bande-annonce et je ne connaissais pas le synopsis. Donc vraiment, je ne connaissais rien au film. Et quand j'ai compris que ça parlait d'homosexualité, et que j'ai vu la première scène d'homosexualité, je me suis dit, ah ouais, ok, donc ça fait... on entend parler parce que c'est sur ce sujet-là, et qu'on voit deux hommes, une scène de cul avec deux hommes et tout, je me suis dit, oh là là, si ça va être ça pendant tout le film, et que c'est pour ça qu'il est génial, ça m'aurait saoulé. Mais en fait, non, enfin vraiment, c'est bien fait. Et c'est pas concentré sur ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pendant le film, en fait, j'ai eu plusieurs moments d'hésitation sur, en fait, ce que le film veut nous raconter. Même par rapport au titre. Parce que le titre, c'est Sans jamais nous connaître, mais c'est le titre français, et le titre original, c'est All of Us Strangers. Et en fait, le début du film, il est quand même concentré sur la relation homosexuelle qu'il y a entre les deux. Et ils parlent de ça eux-mêmes. Et même quand lui, après, il fait ses visions ou voit ses parents, il leur dévoile son homosexualité à ses parents. Donc en fait, au début, je pensais que le film était concentré sur ça, sur comment vivre son homosexualité à notre époque, etc. Et du coup, le All of Us Strangers, je pensais que ça parlait des homosexuels. Qu'en gros, les homosexuels, ils sont considérés comme des étrangers pour tout le monde. Parce que même à un moment donné, l'homme avec qui il côtoie, il parle de ça, que lui, dans sa famille, il s'est toujours senti un peu à l'écart du cercle, etc. Donc vraiment, il y a tout un truc là-dessus. Et en fait, donc là, je vais rentrer dans la partie spoiler, donc n'écoutez pas si vous avez pas vu le film, parce que franchement, ça serait bête d'être gâché. À un moment donné, je me suis dit, mais en fait, le film, il rentre dans une partie science-fiction. Je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est pas que un drame, machin et tout, c'est de la science-fiction, le film. Parce que, donc, pendant tout le film, il parle avec ses parents, et en fait, t'as l'impression qu'il fait un peu le deuil. C'est marrant comme c'est fait, parce que il raconte tout à ses parents, et ses parents, ils comprennent que eux aussi sont morts. Ils demandent même à leur fils de savoir comment ils sont morts. Donc, enfin, c'est vraiment particulier. Et au moment où ils s'en vont, même dans les visions, la scène à la fin où lui, il va chez son copain dans son appartement, et là, il le retrouve mort, en fait. D'un seul coup, on le voit, donc son copain réapparaît dans le salon, en mode vivant, mais en mode comme s'il était mort, que c'était son âme. Et du coup, lui parle et tout. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ah ouais, en fait, le mec, il voit vraiment les morts, quoi. Et il leur parle, et il les aide à, je sais pas, à aller dans l'au-delà. Parce que c'est un peu ça, le truc, quand il y a cette scène. Je m'étais presque dit, c'est quoi le rapport avec l'homosexualité? Enfin, pourquoi être autant concentré là-dessus pendant le film? Je me suis dit, ça part vraiment sur la science-fiction. Et en fait, du coup, donc, pendant que la scène se passe, j'ai compris aussi que le fait que pendant tout le film, toutes les scènes où on les voit ensemble, ces deux hommes, ça n'existe pas, et c'est aussi dans sa tête. Il s'est fait tous ses films dans sa tête, que ça soit avec ses parents comme avec ce mec-là, qu'en fait à la fin du film il fait le deuil de ses parents, du coup il décide d'aller voir le mec, et en fait donc voilà, tout le film c'était qu'une illusion. Donc en fait oui, le côté fantastique il s'efface direct. Sur le coup, le titre français aide mieux à comprendre, dans le sens Sans jamais nous connaître. Ce personnage-là, il a jamais vraiment connu ses parents, vu qu'ils sont morts quand il avait 12 ans, comme il a jamais connu cet homme-là, qui, au moment où il a frappé à la porte, il lui a gentiment renvoyé chez lui. Et donc en fait, tout le film, c'est il s'imagine ce qu'aurait été la vie si ses parents étaient toujours vivants, comme il s'imagine ce qu'aurait été cette vie s'il avait été avec cet homme-là. Là, en fait, c'est ça qui m'a un peu perturbé pendant le film, c'est que vraiment, on part sur parce qu'en fait, c'est pas juste des homosexuels, c'est vraiment pendant le film, on parle de ça. Eux, ils en parlent aussi, de ce que ça représente pour eux, etc. Donc, on parle vraiment de ce sujet-là. En même temps, t'as le sujet tragique de la mort des parents, donc c'est vraiment deux sujets différents dans le film. Et en fait, à la fin du film, on se rend compte que ça englobe la même chose, dans le sens où c'est un mec qui se raconte des histoires et qui s'imagine des vies de choses qu'il n'a pas vécues, en fait. Mais donc, c'est pour ça que le titre
originel All of Us Strangers, j'ai du mal à savoir de qui il parle. C'est qui us? Est-ce que c'est nous dans le sens on est tous des étrangers, que ce soit avec mes parents, avec mon voisin, ou est-ce que c'est us, nous les homosexuels? En fait, oui, ça parle, c'est vraiment concentré sur cet homme-là qui, le pauvre, a une vie un peu chaotique, difficile par la mort de ses parents et par son homosexualité qu'il a quand même un peu subi pendant son enfance, et que là on voit qu'il est très seul quand il est grand. Et c'est vraiment un beau film, assez triste au final. Même voilà, si il y a des trucs que j'ai pas tout percuté d'un seul coup pendant le film, mine de rien il est très beau. Et surtout la fin du film, la dernière scène, je la trouve vraiment magnifique avec la musique de Frankie Goes to Hollywood, qui est vraiment trop belle. Je suis content parce que les films de 2024, parmi les bons films que j'ai vus, je remarque qu'ils ont des scènes de fin topissimes. Et ça, j'adore. Parce que vraiment, généralement, dans les films, c'est toujours le point le plus faible, la fin d'un film. C'est toujours, on sait ce qui se passe, il n'y a rien d'important. Et là, il y a plusieurs films où vraiment j'ai noté que la fin des films, les scènes finales sont vraiment superbes. Donc ça, c'est un gros point positif.